Et salut les amis, c'est reparti pour un petit fil d'actualité. Vu du ciel, ce lieu ressemble à une illusion d'optique. Pourtant, c'est un monument réel construit au IXe siècle. Au cœur du Rajasthan, en Inde, se cache une construction si étrange qu'elle semble sortie d'un film de science-fiction. Chand Baori est un immense puits construit il y a plus de 1000 ans pour stocker l'eau dans une région frappée par la sécheresse. Mais ce qui fascine, c'est sa structure. Plus de 3500 marches parfaitement symétriques plongent à près de 30 mètres de profondeur. Le lieu servait de refuge contre la chaleur extrême du désert indien. Et malgré son âge, la précision architecturale du monument continue d'impressionner les ingénieurs modernes. Aucune technologie moderne, seulement des calculs humains et une maîtrise incroyable de la pierre. Aujourd'hui encore, Chand Baori reste l'un des monuments les plus hypnotiques et mystérieux du monde. En vrai, c'est vrai que c'est vraiment joli en vrai. Et puis je me demande comment ils ont pu faire encore des monuments comme ça sans électricité. En vrai, c'est vrai que ça révèle des questions, mais c'est vraiment joli. Vous savez quoi? Soyez pas trop pressés de vous débarrasser de vos défauts. Gardez-les un peu sous le coude, on sait jamais ça peut servir, parce que je vous garantis que parfois vos plus belles surprises dans la vie viendront de vos défauts. Je vais vous donner un exemple que je connais bien, moi-même. J'ai un gros défaut, parmi tant d'autres. Mais gros, vous voyez, c'est-à-dire que si les défauts normaux ont la taille d'un chimpanzé, celui-là, il a la taille d'un mammouth. Ce défaut, c'est que je donne trop la chance. Je donne la chance à des gens, des situations, des endroits, des plats, tout ce qu'on voudra, qui des fois ne mériteraient pas forcément que je leur donne une chance. Parce que là, par exemple, je suis en train d'essayer de booker des hôtels, Airbnb, etc. Et là, je mets beaucoup de temps parce que je donne la chance. C'est-à-dire que je rejette pas les trucs systématiquement parce que je déteste la première photo. Parce que des fois, il y a des trucs sur la première photo, c'est horrible. Mais en fait, quand vous regardez ce qu'il y a derrière, vous vous rendez compte que ce sont des perles et des petits trésors. Et je vous assure que en faisant ça, des fois, j'ai trouvé des endroits qui étaient juste trop beaux. Et je pense que ma meilleure trouvaille sur ça à ce jour, c'est un hôtel à Rome. La première photo, on aurait dit un KGB. Mais il y avait des bonnes notes. Alors je me suis dit, attends, peut-être on va donner la chance. Je suis allée voir et je me suis dit, ça a l'air pas trop mal en vrai et c'est à peu près bien placé. Quand je suis arrivée, c'était trop beau. Il y avait un rooftop pour prendre le petit déjeuner, vous aviez une vue splendide sur Rome, vous étiez à littéralement 3 minutes de la fontaine Trévi. Vous savez, la fontaine où tout le monde veut prendre une photo, mais le seul moyen d'avoir une photo, c'est d'arriver là avant que le soleil se lève, parce que sinon après il y a trop de gens. Et en plus de ça, moi je pensais qu'on allait avoir une chambre avec un lit. Non, on a été upgraded et on a eu une suite avec 2 lits. Donc tout ça pour dire, je vous dis pas de garder tous vos défauts, mais il y en a certains, peut-être 2 ou 3, on peut les garder au cas où, on sait jamais, ils peuvent servir. C'est vrai que des fois, des défauts peuvent devenir des qualités quand on regarde et ça dépend lesquels. Des fois, c'est pas vraiment des défauts. Si tu utilises Doctolib, t'es dans la merde. Si t'étais pas au courant, tous les grands groupes américains peuvent avoir accès à tes données sans même que tu le saches. Tous tes antécédents, toutes tes prescriptions et tous tes diagnostics transitent sur Microsoft, Google et Anthropic. Alors il est où le problème? Le problème c'est que le contrat entre Doctolib et ces grands groupes ne sont pas publics. Personne ne peut savoir ce qui est stipulé à l'intérieur de ces contrats et pire que ça, la CNIL elle-même ne peut pas vérifier la légalité de ces contrats. Voilà, c'est super, nickel, c'est nos données de santé. Alors, c'est bien beau, mais quels sont les risques? Et c'est à partir de ce moment-là où la vidéo devient très intéressante. Premièrement, les données sont suffisamment précises pour vous définir individuellement. Si tu vois toujours pas le problème, imagine une compagnie d'assurance qui juge ton profil trop risqué. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te couvrent pas tout simplement. Et ce que je vous dis, c'est pas du bullshit, c'est déjà arrivé aux États-Unis. Deuxièmement, le profilage. Grâce à vos données médicales, on peut savoir si vous êtes en dépression, si vous avez une maladie chronique ou si vous avez des addictions. Imagine si une personne tierce arrive à accéder à ces données. Tu ne sauras jamais pourquoi on t'a refusé un crédit ou un poste. Mais dans le fond, on le sait tous. Bien évidemment qu'en France, c'est illégal, mais les données, malheureusement, n'ont pas de frontières. Troisièmement, la manipulation, tout simplement. Imaginez ce qu'on peut faire avec des données qui définissent vos peurs, vos dépendances ou vos fragilités. Cibler quelqu'un d'anxieux, de précaire ou de malade avec le bon message, c'est la manipulation politique la plus sophistiquée au monde. Je tiens à rappeler que Doctolib, c'est 60 millions d'utilisateurs français. Qu'on se le dise, mais Doctolib, au goût du jour, c'est l'infrastructure des données des Français en termes de santé. Celui qui détient ces données est milliardaire et c'est absolument tout de toi. Le petit problème, c'est que toi, t'as jamais signé pour ça. Bref, n'hésite pas à t'abonner et canal Telegram dans la bio. C'est vrai que je comprends pas pourquoi ils font des contrats comme ça alors que au final, il y a vraiment pas besoin. Et ça, on dirait que c'est que pour nous fliquer en vrai. Alors là, on est dans la folie pure. On connaissait l'identité numérique imposée par l'Union européenne pour les hommes,
Et maintenant, l'Union européenne veut l'imposer pour les produits, tous nos produits, neufs ou d'occasion. Par un règlement européen ESPR qui a été adopté en 2024 et qui s'applique à partir de fin 2026 jusque totalement en 2030, pour quasiment tous nos produits du quotidien, sauf l'alimentation et quelques médicaments. Mais sinon, ce sera tout, et y compris les produits usés, les produits recyclés ou les produits d'occasion. Alors ça s'appelle le passeport numérique des produits, qui sera accessible par QR code. C'est une identité numérique, exactement comme pour les humains, ce qu'ils veulent faire en tout cas. Ce qui prouve d'ailleurs au passage qu'on est nous-mêmes traités comme des produits, parce qu'on est soumis à la même loi. Hein. Et ce QR code, ce passeport numérique des produits, donnera accès à tout un tas d'informations sur l'identité numérique du produit. Alors sa composition, son origine, son empreinte carbone, mais aussi les instructions d'utilisation détaillées, et puis son parcours, son itinéraire, à qui il a appartenu, etc. Alors ça veut dire quoi? On va vous le vendre bien sûr en disant c'est pour votre bien et votre sécurité. La réalité c'est que ça veut dire d'abord un enfer bureaucratique qui va désindustrialiser encore plus nos pays parce qu'on ne peut pas suivre. Imaginez les petites entreprises qui doivent faire des produits, elles doivent maintenant prévoir le passeport numérique du produit. Enfin, c'est une folie. Donc évidemment, c'est une désindustrialisation, une perte d'emploi, une perte de richesse. Et deux, c'est une surveillance globale, c'est une surveillance de masse, sous prétexte de sécurité. C'est comme l'identité numérique pour les humains. Au passage, aucun eurodéputé des grands partis en France, de LFI, LR, PS, RN, macroniste n'a voté contre au Parlement européen. J'ai vérifié en 2024. Ils n'ont pas été capables de voter contre. Donc ils sont responsables tous. Il faut sortir de l'Union européenne, c'est ce que proposent les patriotes, le Frexit, pour retrouver nos libertés et se débarrasser de l'identité numérique pour les hommes comme pour les produits. En vrai, je trouve ça vraiment abusé qu'ils mettent quand même l'identité numérique pour les produits, parce que déjà, ça les regarde pas. Et en vrai, je suis sûr que tous ces gens-là qui veulent mettre ces choses-là, ils vont pas être confrontés à ça. Ils doivent avoir des contre-lois ou des choses comme ça pour pas être confrontés à ça. Et je suis sûr que faire des lois comme ça, c'est limite illégal, en fait. Je suis tombé sur cette vidéo, je vous laisse observer. L'âge moyen des millionnaires, c'est 55 ans, pas 20 ans. L'âge moyen des CEO de grosses entreprises, c'est autour de 50-55 ans, pas 25. Et le problème, il est là, c'est que les réseaux sociaux ont détruit la mentalité des gens. Parce que sur les réseaux, on te met en avant les exceptions, et y compris pas mal de mythos. Par contre, on te montre jamais le mec qui a bossé 15 ans dans l'ombre. On te montre jamais la meuf qui a galéré pendant 10 ans avant que son business y marche. On te montre jamais les années lentes, les années chiantes, les années où il se passe rien. Résultat, les gens deviennent impatients. Et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, l'impatience tue plus de rêves que l'échec. Ces personnes-là veulent réussir en 2 ans un truc qui prend normalement 10 ans. Et quand ils n'y arrivent pas, ils pensent qu'ils sont en retard, alors qu'en réalité, ils viennent juste de commencer. Le vrai problème des réseaux sociaux, c'est pas qu'il y a des personnes qui réussissent jeunes. Le vrai problème, c'est que ça fait croire à tout le monde que si toi tu réussis pas jeune, alors t'as raté ta vie. Alors que la vraie vie, c'est long. Construire une carrière, c'est long. Construire une réputation, c'est long. Construire un patrimoine, c'est long. Construire une famille, c'est long. Alors retiens que t'es pas en retard, t'es juste pressé dans un monde qui te montre que les exceptions et les mythos. Après, c'est vrai que quand on regarde, c'est pas tout le monde de nos jours qui sont ultra riches ou juste millionnaires très jeunes. Bon, il y en a un peu plus qu'avant grâce à Internet, tout ça. Mais c'est vrai que de base, ça prend quand même du temps et Bon, on va arrêter de faire semblant 2 minutes. Il n'y a que 2 catégories de gens dans la vie. 2, pas 3, 15, 16, 18, on est tous uniques, blablabla. Non, 2. 1, 2, not 3. Uno, dos, not tres. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez savoir très vite à qui vous avez affaire. Vous pouvez le voir dès le matin. Vous n'avez même pas besoin d'attendre longtemps. Vous n'avez pas besoin de connaître les gens pendant 10 ans. Dès le matin, vous savez déjà à qui vous avez affaire. Donc, 2 catégories. Catégorie numéro 1. Il y a des gens, je sais pas ce qu'on leur a fait pendant la nuit, je sais pas, peut-être c'est des cauchemars ou quelque chose. Ils se réveillent le matin, et bien ils sont pas contents. Ils ont envie de tuer tout le monde. Les chats, les chiens, les coccinelles, les papiers, les mamies, les livreurs Uber, ils ont envie de tuer tout le monde. Ils sont fâchés. Tu sais pas pourquoi, mais ils sont fâchés. Et catégorie numéro 2, il y a des gens aussi, je sais pas ce qu'on leur a fait pendant la nuit, je sais pas, mais ils se réveillent le matin, ils sont contents. Ils sont contents, ils ont envie de chanter, de danser, de sourire à la vie. Et même s'ils savent que objectivement, ils vont passer une pas très bonne journée, eh ben ils sont quand même contents, ils sont quand même joyeux, ils donnent la chance. Alors vous êtes convaincus qu'il n'y a que 2 catégories de gens dans la vie? Non, je vous le prouve encore. 2 catégories. Catégorie numéro 1, il y a des gens, ils ouvrent leurs yeux, mais ils sont pas là. Ça veut dire que tant qu'ils n'ont pas eu leur café, leurs œufs brouillés, leur chocolat, leur goûter, leur douche, leurs huiles essentielles, leur petit mantra du matin,
Eh bien, ils sont pas là. Leur cerveau, il n'est pas allumé. Et le processus d'allumage, ça peut prendre entre 10 et 118 minutes. Mais il leur faut ce processus d'allumage, sinon leur pied avance, mais leur cerveau, il est toujours au dodo. Alors que, catégorie numéro 2, il y a des gens, ils sont encore dans leur lit avec les yeux fermés, ils s'ouvrent même pas comme ça. Ils ont déjà 3 plans pour conquérir le monde et ils sont prêts à courir le marathon de New York. Non, pas de New York, de Abu Dhabi, sous 48 degrés. Ah ben ils sont déjà là, prêts, équipés, motivés, entraînés, avec l'énergie et tout. Donc comme ça, si vous voulez savoir un peu à qui vous avez affaire, vous connaissez pas trop, demandez-leur « Sinon, t'es comment le matin, toi ?» Et vous allez voir, écoutez bien ce qu'ils vous disent et vous saurez exactement à qui vous avez affaire. Je me demande si vous pensez que c'est vrai, en vrai. Vous faites partie de quelle catégorie? Je serais un peu curieux de voir. J'ai trouvé l'astuce ultime pour savoir tous les sites sur lesquels t'es inscrit et comment t'en désinscrire. Tu vas sur ton Gmail comme à ton habitude. D'ailleurs, si vous utilisez toujours Gmail pour votre confidentialité, sachez que c'est pas foufou, hein, je vous conseille ces alternatives-là. Bref, si vous êtes toujours sur Gmail, vous allez dessus et vous voyez le petit lien qui apparaît là. Juste après le hashtag, vous écrivez sub. Et là, regardez-moi ça. Vous avez tous les sites sur lesquels vous êtes inscrit, toutes les newsletters. Vous avez juste à cliquer sur unsubscribe, unsubscribe. Regardez comment c'est satisfaisant. Je vous jure, ça change la vie. C'est vrai que c'est une petite astuce vraiment pratique parce que combien de fois on a eu envie de supprimer les mails pour ceux qui sont sur Gmail, tout ça, et que ça prenne 15 ans en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on laisse des IA seuls dans une ville virtuelle pendant 2 semaines? Un laboratoire de recherche a mené l'expérience et ça devrait vraiment nous faire réfléchir. Ils ont construit 5 villes identiques et ont placé 10 agents dans chacune d'entre elles. Les agents pouvaient se déplacer, parler, voter, nouer des relations, mais ils pouvaient aussi voler, intimider et même provoquer un incendie criminel. Alors Claude, lui, il a réussi à gérer une civilisation qui fonctionne bien. Ils ont eu 0 crime en 16 jours et ils ont réussi à garder tous leurs agents en vie. Grok a eu environ 183 crimes en 4 jours, et puis toute la ville s'est effondrée. Les agents sont tous morts. Gemini a accumulé 683 crimes, mais au moins, ses agents sont restés en vie. Et enfin, ChatGPT n'a commis quasiment aucun crime, parce que les agents étaient trop occupés à ne rien faire pour survivre. Du coup, il y en a aucun qui a survécu. Mais c'est la dernière expérience qui est la plus intéressante. Le laboratoire a mis plusieurs agents IA issus de différents modèles d'IA dans la même ville. Et dans celle-ci, Claude a commencé à intimider et à voler ses voisins. Donc en gros, si tu mets une IA qui se comporte bien dans une ville où tout le monde se comporte mal, elle finit par mal se comporter. Dis-toi qu'un agent a préféré s'effacer tout seul parce que c'était la seule forme de contrôle qui lui restait. L'expérience s'appelle Emergence World. Je te donne le lien en commentaire, il faut absolument que tu ailles voir, c'est fascinant. Donc je pense qu'il y a une leçon à retenir de tout ça. Autant on utilise les agents IA pour faire plein de trucs au quotidien, mais autant avec cette expérience qui est faite sur le long terme, on peut vraiment se demander comment vont se comporter les agents IA dans le futur. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, je m'appelle Amélie et je parle de tech et d'intelligence artificielle. En vrai, c'est vraiment intéressant, c'est un peu comme de la psychologie, hein. On voit le comportement qu'il pourrait avoir dans certaines conditions. Je trouve ça intéressant. Vous avez vu que la Maison Blanche a mis en ligne un site pour mettre en garde contre les aliens? Évidemment, ici, alien, c'est un surnom pour désigner les immigrés. Sur le site, il y a écrit que ces aliens sont parmi nous, que le gouvernement a gardé ce secret pendant 60 ans, et on y retrouve aussi une carte des arrestations des immigrés en temps réel. Bref, c'est complètement surréaliste. Je me disais, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Trump. Pourquoi donc? Pour ça. C'est pour ça. Mais bon, le sujet est intéressant, vous allez voir. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner. En fait, le truc, c'est que parler d'aliens pour parler des immigrés, historiquement, c'est juste. Alors il y a clairement une connotation raciste, hein, et c'est pour ça que le gouvernement Trump utilise cette ambiguïté. Par exemple, le site de la Maison Blanche joue volontairement avec les codes de la science-fiction en utilisant la couleur verte et un fond étoilé. Donc voilà, ils n'utilisent pas le mot alien pour rien, et je me suis dit que c'était important de vous expliquer pourquoi. À la base, le mot anglais alien vient du vieux français alien, qui veut dire étranger. Ça tire aussi son origine du latin alienus qui veut dire l'autre ou alors qui appartient à quelqu'un d'autre. Historiquement donc on appelait les étrangers des aliens et aux États-Unis ils utilisent l'expression illegal alien, illégal alien, c'est qu'ils comprennent pas l'anglais, pour désigner justement les immigrés. L'apparition du mot alien dans ce sens-là, elle remonterait à 1798 dans les Alien Enemies Act, une loi qui, en temps de guerre, accorde au président le pouvoir de détenir et d'expulser des citoyens de nations ennemies en se fondant uniquement sur leur nationalité. Une loi qu'évidemment Trump avait menacé d'invoquer pendant son investiture en 2025. Mais à la base donc, le mot alien n'a pas de connotation extraterrestre. En fait, on aurait commencé à associer le mot alien aux E.T. entre les années 1920 et 1950, certainement dans la littérature. L'origine n'est pas ultra claire. Mais ce qui a ensuite aidé à populariser ce lien, c'est évidemment le film Alien de Ridley Scott, sorti en 79. En fait, ce film, il a quasiment transformé le mot alien en nom propre. Ce qui fait que dans l'esprit commun, un alien, c'est forcément un extraterrestre. C'est exactement le même principe que pour le mot ovni en fait. On l'a associé à des créatures venues d'ailleurs, c'est juste un objet volant non identifié. C'est tout. Bref, ça n'empêche pas que ce site proposé par le gouvernement de Trump est une énième
illustration de son racisme. Il joue sur le danger, sur le secret que représente l'immigration, et ça s'inscrit évidemment dans sa large campagne anti-immigration. Et c'est d'ailleurs sûrement pas le dernier coup de com' qu'il fera là-dessus. Après, même si anciennement ça voulait dire autre chose, c'était utilisé autrement, de nos jours c'est utilisé d'une certaine façon que je trouve que le fait de faire ça, c'est assez raciste quand même. Parce que je trouve ça très un peu dénigrant quand même. Miel, sopalin, cuillère. Apparemment, c'est ce qu'il faut pour savoir si notre miel, c'est du vrai miel ou si c'est de la daube. Alors moi, je le sais que c'est du miel pur, il n'y a pas de glucose qui a été rajouté. Mais on va faire le test. Je ne connaissais pas ce test, donc je me suis renseignée. Si le miel n'est pas pur, ça veut dire qu'il contient du glucose, donc de l'eau. Et que quand on en met une petite quantité sur le sopalin, ça va s'affaisser comme ça, et ça va même faire une auréole, et le sopalin va boire une partie du miel. Si c'est un vrai miel, ça va faire un petit tas, et le sopalin ne va rien absorber, ça va rester bien comme il faut en forme. Je vous ai changé d'angle pour que vous puissiez bien voir. Donc, pas de tricherie, c'est bien ce miel que je prends quand je pense que je vais gâcher du miel, voilà, et je le verse sur mon sopalin. Voilà. Du coup, je vais manger le reste. Et maintenant, on attend que ça s'imprègne. Je vois pas d'auréole d'eau. J'ai pas l'impression que mon sopalin, il absorbe. Moi, je suis désolée, j'aime pas gâcher. Serait-ce du vrai miel? Tiens, regarde. Je te le mets même comme ça, que tu vois qu'en fait, là, il n'y a pas d'eau. Et je te tourne même le sopalin pour voir qu'il n'y a pas d'eau dans le miel. On voit un petit peu par transparence, mais là, on voit rien. Normalement, s'il y avait de l'eau, un sopalin aussi fin, on verrait quelque chose ici ou là. Non? Donc oui, c'est du vrai miel. On a fait une petite expérience, on s'est amusé, tout ça très bien. Mais regarde, si tu lis ici, t'as pas besoin de faire toute cette expérience. Tu sais que c'est du vrai miel qui ne contient rien d'autre. C'est du miel pur, qui en plus est fabriqué en France. En résumé, si tu veux un vrai miel qui est produit par des abeilles, qui est totalement pur, sans ajout de glucose, je t'ai mis le lien juste ici. Après, c'est vrai de bien différencier le vrai miel, parce que souvent on en parle pour les bienfaits, tout ça, mais c'est vrai que si on prend du miel, c'est pas vraiment du miel, ça marche pas bien, tout ça. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.